En même temps. En même temps. Mais en même temps. En même temps. Et en même temps. En même temps. En même temps. En même temps. Et en même temps. Et en même temps, c'est maintenant. Philippe Poutou est notre invité. Vous connaissez sa voix, son visage, sa gouaille. Ce que vous savez peut-être moins, eh bien, c'est qu'il est né il y a 50 ans. C'était à Villemomble, d'un père postier, d'une mère, une maman mère au foyer. Que la politique, eh bien, il est tombé dedans quand il était tout jeune. On l'a vu passer à Lutte ouvrière, à la LCR. Il travaille évidemment chez Ford, dans l'usine de Blanquefort. C'est un self-made man, pas de diplôme, mais il est rentré comme réparateur de machines-outils. Et puis, bien sûr, tout le monde se souvient de ces deux candidatures à l'élection présidentielle. D'abord en 2012 où il avait réalisé 1,5%. Avant la deuxième élection, entre-temps en 2014, il était le candidat du NPA à Bordeaux, 2,5%. Et puis en 2017, 1,09%. Mais la vérité, c'est que sa notoriété, sa popularité dépasse largement ses résultats électoraux. Allez, on peut dire que c'est la grande gueule ou une des grandes gueules de la scène politique française. Et d'ailleurs, je vous propose de regarder à nouveau quelques images, juste histoire de se rafraîchir la mémoire. Alors là, c'est le régal. Une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. Que des histoires, et plus on fouille, plus on sent la corruption, plus on sent la triche. Mais Le Pen, pareil, on pique dans les caisses publiques. Alors là, c'est pas ici, c'est l'Europe. Alors l'Europe, pour quelqu'un qui est anti-européen, ça gêne pas de piquer de l'argent de l'Europe. Et le pire, c'est qu'en plus, le FN, qui se dit anti-système, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système, grâce à l'immunité parlementaire. Et donc nous refuse d'aller aux convocations policières, donc peinard. Donc là, tout ça, ça illustre. Ce coup-là, vous êtes pour la police. Ça illustre, ouais, quand nous on est convoqués par la police, nous, vous voyez, par exemple, on n'a pas d'immunité ouvrière. Désolé, on y va. Voilà. Vous avez une chance. Le système vous protège. Tant mieux pour vous. Bonsoir Philippe Poutou, merci d'avoir accepté notre invitation. On se disait, avant de vous recevoir avec mes deux complices, Frédéric Seyss de France Culture et Tristan Kinomopoil du Figaro, on se disait, mais au fond, est-ce que ça lui manque un peu la campagne présidentielle? C'était il y a 6 mois déjà, mais quand on revoit ces images, il n'y a pas un peu de nostalgie chez vous? Non. Aucune nostalgie? Non, c'est fait. Ça se discute encore, puisque dans la rue, il y a pas mal de gens qui se remémorent ces scènes-là. Et puis voilà, donc ça montre que ce qu'on a voulu faire dans la campagne, ça a un peu fonctionné, malgré, comme vous le disiez, le petit score qu'on a eu. Au-delà du score, il y a un message qui est passé, quoi, celui de faire entendre une colère, une révolte contre ce système-là, contre ce monde de politiciens, puis de dire que nous gens d'en bas, quoi, nous gens simples, on peut faire de la politique nous-mêmes. Et voilà, on a intérêt à faire comme ça d'ailleurs. Donc ça permet de discuter de ça aujourd'hui. Et la campagne, c'est vrai, de ce point de vue-là, elle laisse des traces positives. Sauf qu'entre-temps, Emmanuel Macron a été élu président de la République. Par la suite, il a obtenu une très large majorité à l'Assemblée nationale pour pouvoir appliquer sa politique et que les réformes, elles s'enchaînent les unes aux autres. Alors ces 6 premiers mois de Macron à l'Élysée, vous les jugez comment? Très négativement. Enfin, il y a pas de surprise, mais on s'attendait à ça aussi, hein, même s'il a essayé un peu de faire illusion, parce que c'est vrai que pendant la campagne, il avait ce côté un peu gentil, même pas réac par rapport à d'autres candidats, quoi. Il avait toujours ce côté souriant, et donc, mais là, on voit la politique en œuvre, une politique au service des riches, quoi. Mais vous lui faites même pas crédit au fond, de tenir les promesses qu'il a faites pendant la campagne? Non, parce que même c'est vrai qu'on peut dire qu'il a annoncé un peu la couleur, notamment sur la réforme du Code du travail, enfin, mais dans le détail, non, et les attaques qui sont réelles contre l'ensemble de la population, il a jamais parlé de ça, quoi, enfin de sa politique comme ça. Donc non, il y a quand même encore une fois c'est un candidat ou en tout cas un président qui respecte pas sa parole. Mais ça. Donc ces 6 mois, vous les résumez. Emmanuel Macron, c'est le président des riches, c'est un président de droite, oui. Et au fond, qu'il augmente le minimum vieillesse, qu'il augmente l'allocation adulte handicapé, toute une série de mesures de gauche que vous auriez pu soutenir. Vous passez ça par pertes et profits. Non, il y a aucune mesure de gauche, mais c'est pas aussi simple que ça, parce que en fait c'est vrai qu'on avait avec Sarkozy et Hollande aussi des gens qui étaient, on peut dire, des président du côté des riches, hein. Sarkozy c'était encore plus assumé, Hollande il avait complètement menti, et là on a un Macron qui l'assume un peu plus, mais on s'aperçoit que finalement les gouvernements se succèdent et puis ils ne font que continuer la même politique ultralibérale au service des plus riches, au service du monde capitaliste, et puis qui se retourne toujours contre la population. On voit toujours les arguments comme quoi il n'y a pas d'argent et on va piquer dans nos poches. Là il y a l'exemple de l'APL, il y a l'exemple, enfin il y a plein de remises en cause de nos avantages à nous, enfin Mais alors si c'est aussi simple que ça, Philippe Poutou, comment vous
nous expliquer que la gauche, les syndicats aient autant de mal à mobiliser contre les réformes d'Emmanuel Macron? Les syndicats sont divisés, les partis, même de gauche, n'arrivent pas à se mettre ensemble. Comment vous l'expliquez? C'est notre souci à nous. C'est vrai que notre souci, c'est pas tant l'agresseur, c'est-à-dire le gouvernement au service des plus riches, le gouvernement qui mène des politiques ultralibérales. Notre vrai problème à nous, c'est effectivement comment on arrive à se défendre, comment on arrive à riposter et à empêcher ces attaques-là. Parce qu'en fait, on nous présente une situation comme une fatalité, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le choix, il n'y a qu'une politique économique, on ne peut pas répondre à tout ça, c'est comme ça, il faut remettre en cause le droit des salariés, il faut licencier, il faut avoir tout ce qu'on entend en permanence, une grosse propagande ultralibérale. Donc ça, on l'a ça en face et nous, comment on y répond? Et c'est vrai que on fait la démonstration d'un état de faiblesse, d'une division du mouvement social, du mouvement syndical comme de la politique à la gauche, et puis d'une incapacité en fait à se défendre. Et c'est vrai qu'on peut faire quand même le lien à ces années de crise, à ces années de recul sociaux qui fragilisent la population, qui fragilisent le mouvement militant, et puis qui fait que du coup on a une sorte de résignation qui se généralise. On n'y croit plus collectivement à pouvoir changer les choses. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de dire mais si, il faut qu'on s'accroche, on lâche pas. Et comment, à partir de la situation actuelle, on arrive à reconstruire le mouvement social et une résistance dans la rue. Et en tout cas, on ne démord pas de ça. Frédéric Seyss. Oui, vous avez peut-être entendu Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon qui dit que pour l'instant, ça ne prend pas cette mobilisation sociale contre les réformes. Attendez, je vous interromps, vous allez répondre, mais justement, on va l'écouter, Jean-Luc Mélenchon. Clairement, aucune des conditions sur lesquelles on pouvait compter et qui étaient nécessaires pour mettre 1 million de personnes aux Champs-Élysées n'est réunie. L'unité syndicale n'a pas eu lieu et la perspective reste dans le champ de l'activité syndicale traditionnelle. C'est-à-dire, il y a une marche qui est appelée le 16 novembre, évidemment, on va dire il faut y aller, on dit à nos amis il faut y aller, mais bon, c'est un jour de semaine, nous ne sommes pas consultés d'aucune façon, jamais. C'est pas que ça nous vexe, hein, mais c'est qu'on a l'impression que c'est du gâchis. Ça ne peut fonctionner que s'il y a un mouvement général. Si la jeunesse se met en mouvement, ça y est, c'est parti. Hein. Ah, il faut que la jeunesse descende dans la rue, Philippe Poutou, mais il a l'air complètement déprimé. Ouais, il a l'air abattu, c'est vrai. Ouais. Il a raison, non? Il a raison sur le constat, et c'est vrai qu'on est des fois démoralisé justement de ce qui nous arrive, quoi. C'est qu'on espérait quand même un mouvement, une rentrée sociale chaude, surtout qu'on se rappelle quand même du mouvement contre la loi travail, qui avait été un mouvement qui avait duré 4 mois, qui avait touché la jeunesse, enfin un milieu assez large, et puis justement sa force, ça avait été d'une part une radicalité, une détermination, et puis d'autre part ce mélange justement entre syndicalistes, jeunes, moins jeunes, chômeurs, précaires. Enfin, mais voilà. la différence, c'est que François Hollande n'avait pas promis cette loi travail, alors qu'Emmanuel Macron, lui, c'était il y a 5 mois, il a dit qu'il allait la faire. C'est pas parce qu'il avait dit qu'il ferait qu'il fait. Enfin, c'est pas ça. C'est qu'on voit que c'est très difficile de relever la tête. Enfin, je parle du mouvement social, je parle des gens, des salariés, des gens qui sont aujourd'hui dans la merde, qui subissent la crise. Donc c'est cette difficulté qu'on a de relever la tête, de retrouver de la confiance en nous-mêmes, et puis de se dire, ben oui, on va manifester, on va faire grève, on va se battre et on va changer les choses. Et c'est ça qu'on n'a pas. Il n'y a pas cet espoir-là. Donc là, Mélenchon, il fait ce constat-là, mais nous aussi. Mais après, on pourrait dire que Mélenchon, d'un point de vue stratégique, il s'est planté aussi, parce que là, moi je parle d'un point de vue militant, de manifestant. On en a ras-le-bol de ces manifs qui se succèdent, et là encore il n'y en a pas beaucoup, hein, on en a 4 je crois, hein, qui sont, quand on manifeste, on ne sait pas ce qui va se passer derrière. Donc on est quand même très critique par rapport à la stratégie des syndicats, hein, qui lancent comme ça une date et puis qui derrière n'assument pas la suite. On peut être aussi très critique justement par rapport à Mélenchon, mais pas que lui, c'est-à-dire en fait cette incapacité qu'il peut y avoir du côté des dirigeants, ce qu'on appelle des dirigeants, hein, justement de réunifier le mouvement social, de dire ben voilà, on fait une réunion, on se retrouve et on discute de comment on construit la mobilisation. Chacun a voulu faire son truc dans son coin, Martinez de son côté, Mélenchon de l'autre, avec l'histoire du 23, et on se retrouve au bout du compte, et ben ouais, dans un mouvement qui ne se construit pas. Je retiens votre phrase, Mélenchon s'est planté. Tristan Kinomopoil. Le gouvernement va présenter demain son projet de réforme pour l'université. On parle de sélection. Est-ce que c'est ça le rendez-vous, le prochain rendez-vous? Vous attendez le gouvernement au tournant à ce moment-là pour peut-être faire descendre la jeunesse dans la rue? Ben ça, on aimerait bien qu'elle descende, un peu comme d'ailleurs au mouvement contre la loi travail l'année dernière, où ça avait été bien lancé par la jeunesse lycéenne, étudiante et même y compris la jeunesse précaire. Et là, on aimerait bien que ça redémarre, mais encore une fois, c'est là où on sait bien qu'une attaque, ça ne veut pas dire que de suite il y a une réponse, parce que est-ce qu'on se sent assez costaud pour le faire? Est-ce qu'on a les organisations qui nous aident à le faire? Parce que je pense que les étudiants, eux aussi, ils ont un problème du côté des organisations, de leurs propres organisations syndicales, qui sont quand même assez molles, en manque d'initiative. Pourquoi les gens ne descendent plus
plus dans la rue? Qu'est-ce qui a changé? C'est ce que j'essaie d'expliquer. Il y a plein de choses, hein, mais c'est vrai qu'il y a aussi cette question de fatalisme. Voilà, on est fragilisé, on se sent pas fort, on n'a pas confiance en nous-mêmes. Quand je dis nous, c'est au sens large du mouvement social, des milieux militants plus ou moins anciennement avec de l'ancienneté dans l'action militante, ou d'autres pas du tout militants. Mais voilà, mais c'est le problème, c'est comment, à partir de la situation actuelle, on arrive à vraiment reconstruire un mouvement social. C'est le problème d'ailleurs, y compris pour le mouvement féministe, hein, parce qu'il y avait un rassemblement. Vous étiez dans la rue, hein, tout à l'heure aussi. Cet après-midi, le rassemblement à l'appel, le hashtag MeToo, d'essayer justement de prolonger la parole qui se libère dans les réseaux sociaux, de faire en sorte que ça devienne aussi un mouvement de rue. Et bon, le mouvement, le rassemblement tout à l'heure, il n'y avait pas énormément de monde, malheureusement, mais ça montre la difficulté qu'il y a de riposter. Et c'est vrai qu'on subit un peu ce rouleau compresseur ultralibéral. Je finis juste, c'est cette idée qu'on nous apprend tout le temps qu'il faut qu'on se taise, hein, que finalement les solutions politiques elles viennent forcément d'en haut. On a voté, donc maintenant c'est fini. On a choisi un président, on se tait pendant 5 ans, on verra dans 5 ans. Et c'est le problème qu'on a, c'est comment, en fait, la démocratie, c'est ça. C'est l'inverse de ce que dit Macron, c'est que la démocratie, c'est aussi la rue, c'est aussi de la population qui fait de la politique elle-même, qui prend ses affaires en main, qui s'organise et qui résiste contre le racisme, contre le machisme, contre les licenciements. Bien, et on a besoin de ça. C'est ça qu'on n'arrive pas à faire aujourd'hui, mais du coup, dans 6 mois, il y a un rouleau compresseur dans l'autre sens. Hein, j'ai entendu, mais je voudrais essayer de comprendre en poursuivant la question de Tristan, parce que vous dites, je compte peut-être sur la sélection pour peut-être inciter les jeunes à descendre dans la rue. Mais enfin, moi, je vois, sondage Ipsos pour l'Obs, c'était il y a quelques jours, 66% des Français sont désormais ralliés à l'idée de la sélection à l'entrée de la fac. Et je me suis dit, attendez, ça doit concerner les plus âgés. Mais non, 65% des 16-24 ans sont du même avis. Comment vous faites descendre les gens dans la rue sur un sujet pareil ? Ben ouais, les sondages après des fois on se dit comment ça marche, mais bon, on va dire que c'est sérieux, hein, que ça correspond à un état d'esprit réel. Ben ça peut changer aussi. Je sais pas qu'est-ce qu'ils entendent les gens quand ils disent oui, on est d'accord pour la sélection. Peut-être que les gens sont favorables à la sélection parce qu'ils veulent pas le tirage au sort, par exemple, qu'on a vu à l'entrée à la fac. Par exemple. Après ça dépend de plein de choses. Enfin voilà, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a plein de gens aussi qui sont écœurés par l'évolution de la société, par l'individualisme qui l'emporte. Enfin, il y a des tas de problèmes sociaux, une pauvreté, des inégalités sociales profondes, des ultra riches qui côtoient une misère dingue. Enfin voilà, donc c'est obligé que de tout ça, il en ressorte à un moment donné une envie de combattre, de se révolter. Et nous on compte là-dessus. Et c'est vrai, mais c'est par rapport à ce que vous disiez, ça vient pas tout seul. Il faut des militants, il faut aussi à un moment donné. Mais c'est encore possible selon vous de venir à bout des ordonnances. C'est encore possible ou c'est déjà plié? Ah ben nous on dit que c'est toujours possible, même si là effectivement elles sont là de fait et il y en aura d'autres derrière. Ça va aller très vite, mais rien n'empêche que dans 1 mois ou dans 6 mois, ça pète. Ça pète dans le sens où il y a une explosion sociale dans la rue. On ne sait pas quand c'est que ça viendra. Ce qui est sûr, c'est que les pouvoirs ils y pensent parce qu'ils voient bien tous, enfin même vous, tout le monde peut voir qu'il y a des inégalités sociales. Enfin, des fois même on se demande mais comment ça tient, hein, même comment Macron peut arriver à imposer aussi tranquillement que ça ces ordonnances. Justement, il y a 6 millions de chômeurs, il y a une pauvreté dingue, les gens ne peuvent plus se soigner. Je vous interromps Philippe Poutou parce que justement, vous parliez d'Emmanuel Macron, je vais vous faire écouter quelque chose qui va vous réjouir, vous allez voir. Il y en a certains, au lieu de le bordel, il ferait mieux d'aller regarder. Oui, mais ils peuvent pas avoir des postes parce qu'il y en a qui ont les qualifications pour le faire. Hein. Oui, mais je sais bien. Mais et c'est pas loin de chez eux. Non, mais on parle avec le préfet. On ne règle pas le problème d'une manière forcée. Sur la forme, je suppose que vous lui en voulez pas. C'est pas vous qui allez me dire le contraire. Sur le fond, en revanche, est-ce qu'il a raison de dire, il y a des syndicalistes qui, je mets les guillemets, foutent le bordel et qui ne facilitent pas forcément la reprise d'un certain nombre d'entreprises? Non, mais ça a été commenté un paquet de fois, sa phrase-là, mais c'est lui qui fout le bordel. Quoi. Ça a été déjà dit, mais c'est lui qui fout le bordel. Mais pas lui, Macron. Il y a un camp social qui s'appelle aujourd'hui le patronat ou les capitalistes, qui à force de trop en vouloir toujours plus de profit, toujours plus de dividendes, ils en viennent à remettre en cause évidemment les droits des salariés. Donc ça licencie toujours plus. Là, c'était le cas. Bon, c'est pour rappeler quand même que c'était les salariés de Jamès qui se battent toujours d'ailleurs contre les licenciements et contre la fermeture de leur usine. Donc voilà, c'est un dégât, c'est catastrophique d'un point de vue social. Mais la mobilité pour trouver un emploi, la réforme de la formation professionnelle, l'apprentissage, ça devrait être des thèmes porteurs pour vous. Pour le coup, c'était complètement bidon, parce que ça voulait dire que 70 ou 100 km, enfin voilà, c'est inimaginable. Le plus simple, c'est quand même pas fermer des usines qui sont utiles, qui pourraient fonctionner différemment. Là, on pourrait discuter de la politique de Renault et de PSA, de pourquoi ils laissent fermer des usines comme ça. Donc non, tout ça, c'est complètement bidon. Après, le problème, c'est que justement, c'est là où on voit une logique économique. Il faudrait discuter plus largement. Mais il y a une logique économique qui est incapable de répondre aux besoins de la population aujourd'hui.
aujourd'hui. La course à la rentabilité ou cette logique de s'enrichir toujours plus du côté des actionnaires, elle se traduit par des licenciements et par des fermetures de plusieurs secteurs industriels. Donc là, à un moment donné, il faudrait se dire, pour que ça s'arrête, il faudrait peut-être changer les règles du jeu et de discuter de protection des salariés, d'interdiction des licenciements et même de remise en cause du pouvoir des entreprises, des patrons sur leurs propres entreprises. Nous, on discute d'autogestion, on discute de réquisition des entreprises qui licencient et de mettre en place une économie qui réponde aux besoins des gens. Et c'est ça qu'il faudrait discuter, parce qu'après la petite phrase à la con de Macron, qui reflète bien en fait l'arrogance de tout un milieu social qui se sent tout permis et qui va détruire tout. Parce que là, on parle des industries. Je suis un peu long, mais surtout si vous voulez qu'on parle de tous les sujets qu'on a évoqués. Je vous laisse répondre à la question de Frédéric. Juste une question d'actualité sur la Guyane. Vous parlez de colère sociale également. C'était le cas en Guyane où le président Macron était il y a encore peu de temps. Vous en aviez parlé pendant la campagne de la Guyane et vous aviez dit qu'il faut aller vers l'indépendance carrément. Ouais, c'était pas dit tout à fait comme ça, mais c'est sûr que nous, on pense qu'il y a des rapports coloniaux. Toujours, la France, elle est en Guyane. Alors après, il y en a qui disent c'est normal, la France, elle est là-bas, c'est la France, tout ça. Ben, nous, on trouve pas ça normal. Donc la France, désormais, ça doit être le territoire de la métropole. C'est les restes d'un empire colonial français. Et nous, on pense aujourd'hui qu'il y a l'État français, la France, elle pique les richesses de la Guyane, qui est un pays riche, qui est un tout petit pays. C'est pas une île, contrairement à ce que d'autres disaient. Hein, c'est un pays, mais dont les richesses sont pillées et volées et détournées. Et donc le problème, nous, on pense que la Guyane, c'est pas la revendication première des Guyanais de la mobilisation sociale, parce que c'était contre la misère, pour un système éducatif et aussi pour un service public de santé qui n'existe malheureusement pas là-bas. Donc ils se battaient pour ça, et contre le chômage. Mais il y a aussi cette idée qu'à un moment donné, il devrait y avoir, et là ça peut faire écho à l'actualité aujourd'hui, un droit à l'autodétermination. Mais ce serait normal que la population guyanaise, elle contrôle ses propres richesses et qu'elle s'organise par elle-même et que justement elle puisse permettre un développement réel des services publics et donc de l'embauche et tout ça, et qui permettrait de résoudre par la même occasion les questions de sécurité qui sont mises aussi en avant dans le mouvement social. Philippe Poutou, il nous reste 2 minutes pour parler d'un sujet évidemment qui était au cœur de l'actualité en cette fin de semaine. C'est le moment historique qui est en train de vivre la Catalogne et l'Espagne. D'un mot, vous avez suivi évidemment ce qui se passe. Vous êtes plutôt du côté des catalanistes, des indépendantistes catalans, ou est-ce que ça vous fait peur avec les risques de guerre civile possibles derrière ? Non, nous on n'a pas peur du tout. Ce qu'on comprend pas, c'est justement ce discours, cette pression qui est mise quand on discute de ce sujet-là. C'est que pourquoi il pourrait pas y avoir une discussion tranquille sur la possibilité d'une autodétermination et d'une indépendance de la Catalogne. Donc nous, on est plutôt solidaires des indépendantistes de gauche, surtout, parce qu'on a une façon de voir les choses qui est assez commune. Pas tous de gauche. Pas tous de gauche, c'est pour ça que je précise. Du côté des militants de la CUP ou du côté des camarades anticapitalistas ou même de Podemos Catalogne, qui sont pour le droit. Nous, on est pour le droit à l'autodétermination des peuples. On est pour que cette question politique elle puisse être posée tranquillement. On est pour que la population puisse décider par elle-même de la façon dont elle veut faire les choses. Même si derrière tout ça, il y a une part d'égoïsme régional. On peut le dire, mais c'est pas ce qui est en avant du côté de tout le monde. Même s'il y en a qui le pensent, mais il faut faire attention aussi à juger par en haut de ces choses-là. Je crois qu'il y a un processus qu'on peut laisser discuter. Ça sert à rien de mettre la pression. Ça sert à rien. On le voit d'ailleurs, les Macron, les Hidalgo, tous ceux parce que ça pose aussi le problème d'une bataille contre la monarchie, contre un gouvernement corrompu qui est Rajoy et très réac, et même y compris derrière des forces d'extrême droite qui sont voilà. Et juste, je vois que c'est la fin, mais je voudrais juste dire un petit truc qu'il fallait que je case absolument. C'est la solidarité qu'on voudrait exprimer à l'égard de Salah Hamouri, qui est un prisonnier franco-palestinien, qui est en prison pour 6 mois, une détention administrative sans aucune raison. C'est l'État d'Israël qui se permet d'arrêter des militants comme ça. Et comme ça en parle peu dans les médias, malheureusement, mais c'est l'occasion où je suis là de le dire, d'exprimer un soutien et l'exigence. Il y a eu pas longtemps une pétition signée par plein de monde, Ken Lodge, pas mal de gens. Voilà, vous voyez, il faut qu'il soit libéré. Il suffit, Philippe Poutou, que vous veniez en même temps et le message est passé. Merci d'être venu nous voir. Restez avec nous dans un instant. Je retrouve mes 2 camarades, mes 2 chroniqueurs et on commente toute l'actualité politique de la semaine. À tout de suite.